Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le cadre du programme intitulé Innover aujourd'hui, vivre demain, lancé par l'unité du réseau francophone et l'unité du service d'information de la Bibliothèque alexandrine pour l'Afrique, BAIFA, le département des institutions d'information et des compétences professionnelles affilié au secteur des bibliothèques de la Bibliothèque Alexandrie organise ce webinaire qui est intitulé Quelles structures pour appuyer l'innovation pédagogique au sein de nos universités? Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans ce webinaire Dr Ghada Al-Khayyat, directrice du département des systèmes d'information et d'informatique, faculté de commerce de l'Université d'Alexandrie et directrice de l'unité innovation pédagogique et apprentissage à distance ADIP à l'Université d'Alexandrie. Mais malheureusement, vu des conditions personnelles, elle est en voyage. C'est pour cela que nous allons écouter ensemble un enregistrement audio de Dr Ghada Al-Khayyat. Après avoir écouté ce document audio, ou bien cet enregistrement audio, nous allons avoir une discussion ouverte avec Dr Riem Hafiz El-Bakari, qui est maître de conférence à la filière des langues appliquées, faculté des lettres de l'Université d'Alexandrie et vice-directrice de l'unité ADIP, qui est l'unité de l'innovation pédagogique et apprentissage à distance au sein de l'Université d'Alexandrie. Mes sincères salutations, c'est moi, Dina Al-Kordi, maître assistante au département de langue et de littérature française à la Faculté des lettres, Université d'Alexandrie. Mesdames et messieurs, quelques instructions. Maintenant, vous devez bien sûr désactiver vos micros. Et pour les personnes qui sont sur WebEx, l'application WebEx, mais pour les autres personnes qui sont sur le streaming sur Facebook, vous êtes priés d'écrire vos questions si vous en avez sur Facebook. Et bien sûr, nous allons les suivre de temps en temps au fur et à mesure pour que nous puissions les passer par la suite à Dr. Riem Hafiz. Et pour les personnes qui sont sur WebEx, vous êtes invités, s'il vous plaît, à désactiver votre micro. Et si jamais vous avez des questions à poser, donc veuillez les écrire, bien sûr, dans la boîte de discussion. Maintenant, nous allons commencer notre webinaire avec le mot qui est enregistré de Dr. Ghada Al-Khayyat. Bonsoir chers amis, il me fait plaisir d'être avec vous ce soir dans ce webinaire qui porte sur les structures d'appui de l'innovation pédagogique. Alors on va essayer de répondre à la question quelle structure pour appuyer l'innovation pédagogique au sein de nos universités. Tout d'abord, je tiens à remercier la Bibliothèque alexandrine pour cette activité et notamment Madame Ramia Sha'raoui. Je remercie également ma chère collègue Riem Hafiz qui a conçu ce webinaire avec moi et je tiens à remercier ma très chère Dina Al-Kordi pour la modération de ce webinaire. Bon, l'innovation pédagogique, c'est un concept très important qui nous aide, nous tous, universitaires ou responsables de la formation dans notre métier. On va discuter de l'innovation pédagogique et de ses différentes structures d'appui et on va choisir deux structures d'appui qu'on va développer avec vous, le Learning Lab et l'incubateur EdTech. Voilà, c'est comme ça que ça va se dérouler. Ces différents points seront évoqués lors de ma présentation. L'innovation pédagogique et ses structures d'appui. Voilà, une pédagogie innovante ou pratique innovante en éducation doit répondre à plusieurs critères. C'est vrai que nous avons tous et toutes une idée de tout ce qui est innovation,
mais quels critères au juste dans le contexte de l'éducation? Alors, la pratique doit être nouvelle au regard des pratiques existantes. Elle doit s'appliquer à un produit identifié, c'est-à-dire un nouveau dispositif, une nouvelle technologie, une nouvelle méthode, un nouveau processus pour pouvoir dire que c'est de la pédagogie innovante. Il faut que cette pédagogie innovante apporte un changement pour améliorer. Et ça passe par un processus de remise en cause et de mise en danger des savoirs et des techniques maîtrisées. C'est-à-dire, on sort de l'ordinaire, on présente quelque chose de nouveau pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement. Il doit aussi être transférable et durable, sinon c'est un phénomène éphémère qui va disparaître. Innovant ne veut pas dire que c'est du numérique, mais souvent, tout ce qui est pédagogie innovante, surtout dans cette ère post-Covid, s'appuie sur les outils numériques. Bon, les structures d'appui à l'enseignement soutiennent l'innovation pédagogique en réalisant des projets ou en appuyant d'autres unités dans la mise en place d'innovations quelle innovation, comme par exemple le développement de ressources ou l'accompagnement de réformes des systèmes d'évaluation ou l'introduction des systèmes de tutorat, par exemple, dans le cours. C'est ça une structure d'appui, une structure qui accompagne dans les projets d'innovation en éducation. Voilà, tout court. Est-ce qu'il y a des structures d'appui dans le monde? Oui, il y en a beaucoup. On cite par exemple l'initiative de Harvard Initiative for Teaching and Learning, le réseau de la Sorbonne, et à l'université Stanford par exemple, il existe un poste du Vice Provost for Teaching and Learning. Alors, le processus de l'enseignement-apprentissage en tant que tel est reconnu et ça donne une raison, une justification pour avoir vraiment un poste de vice-présidence pour ça, ou de vice-provost plutôt. Alors, ces structures d'appui, en fait, moi j'ai dit qu'on peut avoir plusieurs, mais j'ai choisi deux, le Learning Lab et l'incubateur EdTech. Mais le Learning Lab, qu'est-ce qu'il fait au juste? C'est quoi ses caractéristiques? On appelle Learning Lab un espace physique, numérique et humain innovant qui permet de repenser, d'expérimenter, d'observer de nouvelles façons d'apprendre et d'enseigner à l'université. Alors, comme nous avons des labos pour tester plusieurs choses dans plusieurs disciplines, alors on a un certain espace qui nous permet de tester de nouvelles approches, méthodes, technologies, voire technologies qu'on peut utiliser en enseignement-apprentissage. Le Learning Lab est un lieu d'expérimentation en innovation pédagogique. On teste l'innovation alors avant d'aller l'implémenter à une grande échelle et souvent soutenu par des entreprises ou regroupements universitaires et des centres de formation. C'est-à-dire l'expérimentation prend un certain investissement, le temps qu'on donne dans cette expérimentation-là, et donc souvent ce sont des activités soutenues. Un Learning Lab est à la fois un lieu et un écosystème d'expérimentation et d'innovation sur les nouvelles formes de travail et d'apprentissage collaboratif, et ces espaces novateurs ont recours simultanément aux outils numériques et aux environnements, équipements, supports d'apprentissage et modèles pédagogiques favorisant l'intelligence collective. L'objectif d'un Learning Lab, vraiment, nous avons plusieurs objectifs dans un Learning Lab, mais surtout, c'est offrir aux apprenants un espace permettant la découverte, l'expérimentation, le développement de pratiques d'apprentissage et favoriser les interactions entre enseignants et les institutions universitaires. Alors, on veut, ça peut être un espace où vous venez expérimenter quelque chose avec vos collègues, mais aussi avec vos étudiants. Donc, offrir aux apprenants, ici, on les appelle tous des apprenants parce qu'on est en phase
d'expérimentation. Alors, et les étudiants et les enseignants sont là pour apprendre et pour expérimenter. On veut aussi, on a un objectif très important et de valoriser et visibiliser l'engagement de chaque université et du corps universitaire dans des projets d'innovation pédagogique. C'est-à-dire, le fait d'avoir un Learning Lab, ça rend visible le fait que l'université s'intéresse à moderniser et à développer les pratiques enseignantes. Et ça, c'est très important. Des fois, quand on ne parle pas d'un concept, quand on ne le rend pas visible, c'est qu'on n'y croit pas vraiment. Avoir un Learning Lab repose sur des principes de créativité, collaboration et communication. On ne peut pas faire l'expérimentation sans avoir de bonnes idées à expérimenter, sans collaborer et sans communiquer. Et donc, l'idée du Learning Lab repose sur ces principes. Apprendre aussi à apprendre, on apprend des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire les choses, et donc ça fait partie aussi des principes de Learning Lab. Et la transversalité, organiser le décloisonnement pour permettre la rencontre de monde économique, artistique, culturel, médicaux, scientifique, culinaire et sportif. En fait, la transversalité, c'est que pourquoi on a un Learning Lab? Parce qu'on veut vraiment que les diplômés, que les objectifs d'apprentissage soient réalisés avec nos étudiants, pour qu'on ait des diplômés compétents et donc qui peuvent rencontrer les différents mondes dans lesquels ils vont sortir après avoir fini leur études à l'université. Encore des principes sur lesquels le Learning Lab repose, l'incubation, la mixité du public et la mixité des activités menées. C'est-à-dire, on teste de nouvelles méthodes, peut-être quelque chose qui serait intéressant, sur lequel on va réfléchir, on va penser à des méthodes d'une mise en place des nouvelles approches à une large échelle. Et donc, là, on a vraiment besoin d'incuber toutes ces pratiques-là. L'incubation est donc importante. Mixité du public, on parle des étudiants, des formateurs, des entreprises, les enseignants et tous ceux qui font partie de l'expérimentation. Et pourquoi l'entreprise rentre dedans? Parce que, comme je viens de dire, le diplômé va sortir pour travailler en entreprise. Et peut-être l'entreprise a besoin de quelques compétences dans cet apprenant-là. Donc, elle conçoit avec nous l'expérimentation. Et d'où vient la mixité des activités menées si le public est mixte, c'est-à-dire que les activités aussi seront mixtes. Convivialité, accueil, disponibilité, c'est une classe où on va faire des expérimentations ensemble, donc des relations humaines seront développées entre les différents intervenants, éventuellement de qualité, et il faut qu'on soit tous à l'écoute, qu'on ait du temps à investir dans ces expérimentations pour éventuellement avoir le fruit de cet investissement-là. Mobilité, être capable d'exister hors le mur sur des événements, des rencontres ou de façon physique, c'est-à-dire on peut même faire des expérimentations dans un contexte mobile. Voilà. Dans les Learning Labs, on fait toujours une certaine alternance entre conception et recherche. On problématise les situations rencontrées en enseignement-apprentissage. On essaye de concevoir des nouvelles solutions, des nouvelles approches, mais en s'appuyant sur quelques modèles théoriques, tout en étudiant qu'est-ce qu'on a fait ailleurs. Peut-être on aura recours à quelques articles scientifiques, des cas dans d'autres universités, donc ça prend la recherche. Expérimenter et collecter les données pour analyser et comprendre les usages, tout ça nous amène à ce qu'on appelle du design-based research.
Alors, si on conçoit un Learning Lab, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on le fait suite à une recherche qui nous amène à la conception d'un Learning Lab à l'encontre de nos besoins. Composante d'un Learning Lab. Un Learning Lab est un dispositif tridimensionnel qui repose sur un espace hybride physique et numérique, une communauté d'usagers et des activités. Espace, activité et communauté, c'est ça qui fait un Learning Lab. Quel espace pour un Learning Lab? Un espace convivial, un espace stimulant, un espace plein de couleurs, c'est ça qui nous fait un bon Learning Lab. Voilà d'autres exemples d'espaces, des espaces qui permettent le coworking, la collaboration. Et quelle communauté? Une communauté qui est intéressée à améliorer l'enseignement et améliorer l'apprentissage. Quelles activités? Bon, plusieurs activités qui sont parfois, qui dépendent parfois de la technologie numérique et parfois, juste on peut discuter des jeux peut-être, on peut discuter des pratiques, des approches de communication. Et nous, en fait, à l'Université d'Alexandrie, par le biais de quelques projets, nous avons créé un réseau, le réseau Let's Learning Labs, Lebanon, Egypt, Tunisia et Switzerland. Et donc, nous avons vraiment fait beaucoup d'activités qui sont autour de l'enseignement et l'apprentissage. Et nous avons développé une communauté avec laquelle on communique régulièrement avec les différents moyens de communication et nous avons créé quelques espaces physiques et visuels pour accueillir les étudiants et les enseignants pour l'expérimentation. Je partage avec vous quelques affiches de ces activités que nous avons faites. Et peut-être la grande fierté, c'est l'initiative 100 OER, Open Education Resource, en 100 jours. Et ça a vraiment été une activité où l'objectif était d'expérimenter et de tester à quel point on sera ouvert dans nos universités à partager les ressources et à adopter vraiment cette culture qui aura à la fin des impacts positifs en ce qui concerne l'enseignement et l'apprentissage parce que ça donne davantage de ressources à nos apprenants et ça nous permet le partage et d'apprendre des travaux des collègues et peut-être les améliorer, contribuer à ces travaux-là pour créer davantage de ressources libres. En fait, cette réussite nous a amené à héberger nos ressources sur la plateforme Lab Exchange de l'université Harvard. Maintenant, on parle de la deuxième structure, qu'on appelle aussi une structure d'appui, les TEC et ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'un TEC et quelles sont les caractéristiques de cette deuxième structure? Aide, c'est pour l'éducation. Et tech, c'est pour les technologies de l'éducation. Et donc, ces incubateurs et tech, on commence par la définition peut-être d'incubateur. Un incubateur, appelé aussi couveuse pépinière, est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises. L'incubateur apporte un soutien en matière de conseil et de financement. Donc, la différence principale entre le Learning Lab et l'incubateur, c'est que on parlait d'expérimentation, des concepts pédagogiques et des pratiques pédagogiques pour l'appliquer à une échelle assez large au sein d'une université. C'était ça le Learning Lab. Mais ici, on dépasse un peu parce que on veut que la pratique enseignante ou encore la nouveauté qui a été développée, peut-être une technologie éducative, comme le nom le suggère, on veut que ça devient une nouvelle création, un nouveau produit
qui peut peut-être débouche sur la création d'une entreprise et que ce produit va améliorer l'éducation au sein de notre université et que ce produit sera éventuellement vendu à d'autres intéressés par l'amélioration de l'éducation et l'innovation pédagogique, qui peut-être qui seront d'autres universités, d'autres centres de formation ou toute entité qui s'intéresse à l'enseignement-apprentissage. Donc vraiment, on est passé d'une échelle large au niveau de l'université même à contribuer à toute la communauté ou peut-être au monde entier si on développe un produit qui aura un succès un jour. Un incubateur favorise l'inclusion et active la création d'emplois. Il soutient l'entrepreneuriat aussi. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des produits qui vont nous aider à améliorer le processus d'enseignement-apprentissage, mais aussi, comme ça va se développer en compagnie, en entreprise, ça veut dire que nous allons créer de l'emploi aussi. Vous voyez, alors on développe les processus d'enseignement-apprentissage, on crée des structures qui vont embaucher du personnel, des diplômés, et on crée donc de l'emploi et on fait du bien à l'économie. Ça soutient l'entrepreneuriat parce que ça commence par des startups, ces idées sont développées en start-up et il existe d'incubateurs spécialisés dans plusieurs domaines. Et ici, on s'intéresse à l'incubateur qui travaille dans le domaine de l'éducation. Voilà. La vision d'incubateur EdTech, c'est d'être un centre d'excellence et une plaque tournante des meilleures pratiques entrepreneuriales dans votre secteur, qui est l'éducation, et votre région, dans le domaine de technologie et de pratiques pédagogiques innovantes au service de l'apprentissage et de l'enseignement. C'est pas toute nouvelle idée qu'on veut développer en start-up et qu'on veut incuber, qu'on veut accompagner. Non, ce sont seulement les idées qui vont déboucher sur des produits qui vont améliorer l'apprentissage et l'enseignement. EdTech vise à préparer une génération de startups qui peuvent soutenir dynamiquement le système éducatif d'un pays, région, et par conséquent soutenir la croissance économique de la nation. Il serait aussi un catalyseur pour atteindre des objectifs de développement durable. Et l'incubateur en général a 3 domaines d'activité essentiels qui sont la sensibilisation, le programme d'incubation et les services conseils. Alors, si vous décidez d'avoir une structure d'appui comme ça, c'est-à-dire que vous devez faire la sensibilisation à l'action et l'activité entrepreneuriale pour encourager les gens à développer des idées et de venir vers vous pour incuber éventuellement ces idées. Et le programme d'incubation, il porte aussi beaucoup de détails. Et quelle idée on va choisir, quel appui on va donner et quel service conseil aussi on va donner qui représente la troisième activité. Les objectifs. Un objectif fondamental d'un EdTech est de créer un état d'esprit pour réinventer l'éducation. Les gens seront amenés à développer des idées intéressantes pour réinventer l'éducation si en fait ils ont dans cet état d'esprit-là, si ils sont motivés pour changer la façon dont les choses sont faites et pour cela ils seront motivés à créer et contribuer des nouvelles idées dans ce sens. Et pour l'adoption de la culture et des activités entrepreneuriales par tous les acteurs universitaires. Autres objectifs sont la création d'un état d'esprit chez les jeunes et dans la communauté intéressée en général, même si on développe l'entrepreneuriat dans le domaine de l'éducation, mais croyez-moi que ça va créer une culture où tous les gens qui sont motivés à présenter de nouvelles idées, même dans des contextes autres que l'éducation, ils vont le faire. Le soutien des startups, deuxième objectif. Troisième, c'est l'amélioration de l'éducation avec un accent particulier sur l'enseignement universitaire. Soutenir son université dans des processus éducatifs.
En fait, moi, je dresse ici une série d'objectifs, mais vous pouvez choisir 2, 3, 4 selon vos priorités dans vos structures et dans vos universités. Soutenir les universités dans une région donnée, travailler à la réalisation de la stratégie de son université, voire son pays, travailler sur les objectifs de développement durable, travailler à la création d'emplois et soutenir l'autonomie économique des femmes, surtout celles qui travaillent pour le secteur éducatif, parce que un tel incubateur peut aussi attirer des femmes avec des idées pour l'amélioration de l'éducation. Soutenir l'autonomie économique des personnes ayant des besoins spéciaux, incuber des solutions informatiques, surtout tech. Si on parle de tech ici, c'est surtout la technologie numérique, digitale. On peut penser à d'autres technologies qui peuvent soutenir l'enseignement, mais vraiment les technologies numériques auront un rôle très important à jouer ici. Solutions informatiques, on en a parlé, mise en œuvre de la recherche universitaire qui contribue à améliorer l'éducation dans l'université d'Alexandrie dans mon cas, mais peut-être dans vos universités respectives. Commercialisation de la recherche universitaire qui contribue à l'amélioration de l'éducation. Donc, le rôle d'un tel incubateur ou d'une structure aussi, c'est d'aller vers les recherches qui sont intéressantes, qui ont été contribuer dans votre université, voire dans d'autres universités, mais plutôt dans votre université pour des questions de droits de propriété intellectuelle, et aider les chercheurs qui ont contribué à ces solutions-là de commercialiser ces recherches-là pour des fins de créer des produits qui vont avoir des retombées positives sur le système d'enseignement au niveau de l'université même, voire à l'extérieur si ce produit est vendu ailleurs. Il existe plusieurs EdTech dans le monde, ne sont pas vraiment beaucoup, mais je vous conseille d'aller chercher ces différents EdTech et de faire le tour de leurs activités. Un EdTech a besoin d'un modèle économique pour pouvoir survivre. Quand on parle d'un modèle économique, c'est-à-dire on va penser quel segment de clients on va travailler avec, quelle valeur notre EdTech propose, quel canal d'acquisition de distribution, la relation client-revenu, les différentes ressources clés, les activités clés, nos partenaires et éventuellement les coûts que nous allons assurer. Permettez-moi d'aller voir quelques-uns de ces points-là. La segmentation, en fait, des clients repose sur le fait de savoir que nous ne pouvons pas servir tout le monde dans une activité comme ça. Pour connaître les clients, les différents segments auxquels ils appartiennent afin de leur offrir un produit, un service qui leur correspond. Maintenant, quand je parle des clients ici, ce sont les clients de MoneyTech. Je fais ça pour le produit que je vais développer à l'intérieur de cette tech-là ou que je vais incuber, mais même au niveau de l'EdTech même, il faut savoir je fais affaire avec qui. Est-ce que c'est toute la communauté universitaire qui vient pour contribuer des idées? Est-ce que je parle plus avec les étudiants que j'incite à produire des idées? Est-ce que je donne un coup de main plus à une communauté par rapport à une autre? Mais il faut vraiment que je définis avec qui je travaille. La proposition de valeur est l'offre que votre projet fait à ses clients. Pour bien formuler votre proposition de valeur, il faut répondre à quelques questions comme qu'est-ce que votre projet va apporter, à quels besoins ou problèmes votre projet va répondre, quelle valeur ajouter, quel service proposez-vous pour chaque segment de clientèle visé. En fait, nous, on pense à tous ces points-là si on va créer un EdTech. Et chaque idée qui sera incubée en EdTech doit aussi penser aux segments qui vont utiliser le produit, la technologie peut-être que l'équipe va développer. Et ils vont peut-être penser aussi le modèle économique. Alors c'est vraiment des concepts que vous devez
penser pour votre incubateur et que vous allez inviter toutes les équipes incubées à penser aussi pour les produits qu'ils pensent produire. Les canaux d'acquisition de distribution, dans cette composante, vous devez répondre aux questions suivantes. Où est-ce que votre service sera-t-il vendu sur Internet, sur des réseaux professionnels? Comment vos clients connaîtront-ils votre offre? Si, par exemple, demain, dans l'université telle, vous décidez de faire ça, de mettre en place les telles, comment les gens vont savoir qu'il y a ce service-là? Comment vous allez communiquer avec les différentes facultés, les différents étudiants, les différentes personnes qui auront éventuellement des idées? Est-ce qu'à travers des sites web, des points focaux, comment ça va fonctionner? Quelle relation vous allez avoir avec les gens qui viennent chez vous pour des services donnés? Comment vous allez les fidéliser? Ça, c'est très important parce que si on laisse mourir une idée, c'est que on laisse mourir un éventuel produit qui peut générer beaucoup de revenus. Donc, les revenus aussi sont importants. Les revenus de votre projet sont tous les flux d'argent qui sont générés. Et ici, on peut, avec Tech aussi, si vous allez mettre à disposition un coworking space, donner des licences de logiciels pour travailler avec, et tous les services conseils que vous pouvez donner, ça peut-être, ça va peut-être vous permettre d'avoir de revenus. Vous devez, en fait, un EdTech, il a besoin de plusieurs ressources pour démarrer. Il faut penser à ces ressources-là qui sont humaines, financières et matérielles. Et il faut penser aussi aux activités clés. Que faut-il mettre en place pour que votre modèle économique fonctionne? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Est-ce que c'est le marketing de votre EdTech? Est-ce que vous devez développer des logiciels ou des outils que vos clients vont utiliser et il va les aider dans le développement de leur idée en produit? Ça, c'est très important. Quels partenaires? Est-ce que les chercheurs qui travaillent sur les idées qui vont aider à développer de nouveaux produits, est-ce qu'ils sont des partenaires clés pour vous ou c'est qui vraiment qui vous aide à créer votre valeur? Les coûts, ça c'est crucial de bien calculer vos coûts pour pouvoir les maîtriser. Et vous pouvez vraiment offrir beaucoup de services, ressources physiques en coworking space, l'accès aux investisseurs, des opportunités de réseautage pour le start-up. Tout ça, ce sont des activités ou des services très importants. La validation et les tests de nouveaux prototypes, proposer des programmes d'incubation basés sur des cycles, c'est-à-dire incuber X idées sur l'année. Et en fait, mais si on est en train d'offrir des services, quel est notre public cible? Bon, en fait, les organismes de recherche cherchant à commercialiser et valorisant la recherche dans des manières entrepreneuriales, c'est peut-être un public cible qui génère des idées qu'on pourra éventuellement incuber. Des décideurs politiques de l'éducation, ils peuvent avoir vraiment des idées sur lesquelles on peut avoir des jeunes motivés pour travailler dessus. Membres du personnel universitaire qui vit le problème de l'enseignement-apprentissage et qui peuvent venir avec des idées qui vont éventuellement injecter de l'innovation, rendre l'enseignement et l'apprentissage plus intéressant, plus convivial. Entrepreneurs investisseurs, les étudiants aussi qui peuvent lancer éventuellement leur start-up parce qu'ils ont l'idée sur lequel ils veulent travailler. Ils ne vont pas attendre l'emploi dans une entreprise. Spécialistes du capital risque, bon, ce sont des personnes du public qu'il faut cibler aussi pour pouvoir réaliser toutes les activités de l'incubateur.
les entreprises cherchant à recruter les meilleurs inventeurs de talent. Vraiment, un incubateur, ça demande tout un écosystème. Il faut travailler avec tous ces partenaires-là, que j'appelle ici nos publics cibles, pour pouvoir réaliser la grande réussite. Voilà, mais si on réalise cette réussite-là, mais comment mesurer la réussite, comment mesurer notre succès? Question importante à laquelle il faut répondre. Un certain nombre de cycles d'incubation réussis, c'est-à-dire le monde vient chez moi, ils viennent avec des idées, ils repartent avec les idées et rien n'est concrétisé. Non, ça c'est pas de l'incubation réussie parce que ça a débouché sur aucun produit. Mais si vraiment j'ai des incubations réussies, ça c'est un bon indicateur. Un certain nombre de prototypes pris en charge pour l'enseignement contemporain, des produits vraiment qui ont été adoptés et qui sont utilisés en enseignement. Un certain nombre de startups établies, ok, un certain nombre de projets réalisés, des produits technologiques éducatifs sur le marché, un nombre d'étudiants universitaires connectés à l'innovation et aux opportunités d'investissement, des gens avec qui j'ai réussi à trouver des investisseurs et des fonds pour pouvoir réaliser leurs rêves, une communauté établie autour du partage de connaissances, des produits de recherche de pointe et ainsi de suite. Nombreux emplois créés, on peut penser à ça. Et la liste est longue, vous pouvez aussi penser à quelques idées pour mesurer le succès, la sensibilisation et la familiarité avec les pratiques, ça c'est un autre indicateur. La large application pédagogique des technologies de montage vidéo, livres électroniques et tout le reste, ça c'est vraiment des mesures de succès. Des activités de développement professionnel améliorées parce que les gens, avec en fait le partage d'idées, l'innovation, ils vont changer de culture, ils seront apportés à mieux partager et ça c'est vraiment un bon indicateur de réussite de cette structure d'appui. La réflexion des technologies d'assistance et la capacité à intégrer les principes de conception universelle dans les nouvelles technologies éducatives. Imaginons que nous pensons à des nouveaux produits pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage et quand, après incubation, cette structure nous aide à produire ces produits-là, mais on dépasse, on ne veut même pas servir juste le monde qui travaille sans difficulté, non, mais on cible aussi ceux qui ont des handicaps ou des problèmes, des besoins spéciaux. Ça, c'est vraiment un indicateur pour moi que je trouve très, très important et ça montre que vous avez réussi avec votre EdTech à développer des produits très importants pour l'enseignement-apprentissage, même pour quelques segments plutôt aux besoins spéciaux. Voilà. Et là, je vous invite, je vous dis, tout ce que j'ai raconté, c'est juste pour vous donner à quoi on peut penser vraiment pour attirer l'attention vers un concept très important pointé par le doigt. Moi, en université, j'accorde une importance à l'innovation pédagogique et donc, j'alloue des ressources pour faire ça. Et donc, je crée des structures. Moi, j'ai partagé des choses avec vous, mais vous avez vos réalités, vos universités, vous avez vos projets et vous allez sûrement penser vos structures d'appui qui vont répondre à vos besoins à vous. Je vous souhaite très bonne chance dans tout projet futur. Je vous souhaite une très belle discussion avec ma chère Dr. Rick Hawkins. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention et je remercie encore une fois la Bibliothèque Alexandrine pour cette invitation et au plaisir de vous rencontrer bientôt dans d'autres activités. Merci beaucoup.
Au nom de la bibliothèque à Alexandrine, nous remercions Dr. Reda El Fayat pour cette intervention qui était vraiment très enrichissante. Comme nous aurions aimé qu'elle soit avec nous, mais bien sûr, vu des conditions professionnelles, elle est en voyage. C'est pour cela qu'elle nous a enregistré ce document audio et qu'elle nous a envoyé. Nous avons parmi nous aujourd'hui à la bibliothèque d'Alexandrie Dr. Rim Hafez El-Bakhari, maître de conférence à la filière des langues appliquées, faculté des lettres de l'Université Alexandrie. Et elle est aussi vice-directrice de l'unité innovation pédagogique et apprentissage à distance à DIP à l'Université d'Alexandrie. Euh, que nous accueillons aujourd'hui pendant ce webinaire. Vous êtes la bienvenue, Dr. Rim. Merci, Dr. Zine. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous aujourd'hui, pour répondre à toutes les questions qui concernent l'innovation pédagogique à la place de Dr. Reda El Fayat. Et comme nous le savons, vous êtes la vice-directrice de l'unité d'innovation pédagogique à DIP. Donc, bien sûr, vous êtes dans la cuisine avec Dr. Reda El Fayat. Et bien sûr, vous allez être capable de répondre à nos questions. Juste une petite instruction pour les personnes qui sont avec nous sur WebEx. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur WebEx dans la boîte de discussion. Et pour les personnes qui nous suivent, pardon, directement maintenant sur Facebook, vous êtes toujours invités à poser vos questions dans l'espace du chat de Facebook si jamais vous êtes intéressé à poser des questions concernant l'innovation pédagogique à Doctory. Jusqu'à ce que nous puissions recevoir maintenant les questions de nos chers spectateurs ou bien de l'audience. Alors, Dr. Rim, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet ADIP, ce projet-là, cette unité-là d'innovation pédagogique, quand est-ce qu'elle a commencé en fait cette idée-là? Merci, Dr. Dine. Merci à la bibliothèque et à tous les utilisateurs et les spectateurs qui sont en train de nous suivre. Ce projet a commencé en 2014. C'était un projet financé par l'Union européenne. Il s'appelait Tempus ADIP, le projet Tempus. Et dans ce projet, il y avait plusieurs partenaires de différents pays, de différentes universités. On avait avec nous, c'est-à-dire des partenaires du Liban, de la Belgique, de la Roumanie, de l'Égypte, de la France. Et c'était un projet intitulé ADIP, donc Apprentissage à distance et innovation pédagogique, qui a duré presque 4 ans. Et parmi les livrables de ce projet, c'est-à-dire bien sûr dans ce projet, on a suivi plusieurs formations sur le numérique, sur l'innovation pédagogique, sur l'approche par compétences, donc beaucoup de choses qui ont rapport à l'innovation et l'apprentissage à distance surtout. Et à la suite de ce projet, ou bien à la fin de ce projet, un des livrables très importants de ce projet était la création d'une unité ou bien d'un centre, quelle que soit l'appellation, d'innovation pédagogique et d'apprentissage à distance dans l'université, dans les universités qui faisaient partie de ce projet. Et donc, après la clôture de ce projet, on a heureusement pu construire ou bien créer avec l'aide bien sûr des responsables de l'Université d'Alexandrie et du président de l'université, on a créé cette unité en 2019. Et cette unité, heureusement, elle a des représentations dans toutes les facultés de l'Université d'Alexandrie. Et maintenant, cette année précisément, cette unité, elle a été transformée en centre d'innovation pédagogique et d'apprentissage à distance. Et toutes les représentations de ce centre dans les universités ont été appelées par la suite unité d'innovation pédagogique. Bien, quel est le but de cette unité dans chaque faculté? Bien, le but, c'est de soutenir, bien sûr, les membres du corps professoral. Donc, c'est une unité qui vise spécifiquement à améliorer bien sûr, les compétences, surtout numériques, du corps professoral. Et on a commencé bien avant la COVID. Donc, on a eu la chance de commencer bien avant la COVID. Et bien sûr, on a
continuer avec même projet et plusieurs activités. Ok, très bien. Et parmi les projets que vous avez adoptés ou bien dans les centres d'innovation ADIP, il y avait les deux projets ou bien les deux ateliers dont a parlé Dr. Red, Oui, Learning Labs et Incubateur. Alors, comment, c'est-à-dire, vous avez eu cette idée-là de ces deux petits projets ou bien de ces deux grands projets, quelle que soit en fait l'appellation, et comment, c'est-à-dire, vous avez trouvé le fruit ou bien comment était vraiment le fruit de ces projets-là? Bien, dès qu'on a commencé, donc on a commencé plusieurs activités, d'abord en présentiel, Oui. des ateliers en partenariat avec l'AUF, avec la Bibliothéca, avec l'Université d'Alexandrie, puisqu'on fait partie de cette université. Et ensuite, à partir de la crise de la Covid et du confinement, on a eu l'idée de lancer à distance une série d'ateliers, Mhm. bien sûr, dont le but était de soutenir les membres du corps professoral, surtout en cette période de transfert, ou bien tout le monde devait passer au numérique Mhm. sans se préparer au préalable, c'est-à-dire à cette transformation. Oui. Donc, on a eu cette idée de lancer une série d'ateliers et on les a même nommés. euh, le premier atelier, on l'a commencé pendant le mois du Ramadan, donc on l'a appelé Ramadan Gena. Mhm. Et le second atelier, on l'a continué en été, donc on l'a appelé de Oshamesi. Et ces deux ateliers, on les a répétés sur 2 ans, c'est-à-dire l'année où la Covid a commencé et cette année. Et dans ces deux ateliers, on a donné les concepts clés de l'enseignement à distance, des outils numériques, de l'approche par compétences, de l'utilisation et de la manipulation de toutes les plateformes d'enseignement à distance. Et parmi les ateliers, c'est-à-dire parmi les domaines des ateliers, on avait ces ateliers où on a parlé surtout des structures Mhm. qui sont à l'appui de toute innovation pédagogique, parmi lesquelles il y a le Learning Labs et les incubateurs. Mhm. Et bien sûr, on a essayé de sensibiliser les membres du corps professoral à ces deux concepts de Learning Labs et d'incubateurs parce que c'est encore quelque chose de nouveau en Égypte. Mhm. Mais ça existe bien sûr à l'étranger. Donc, on a essayé de faire passer cette idée, comment incuber des projets, comment accompagner les étudiants, les futurs entrepreneurs et comment aménager même ces espaces pour que ces espaces, bien sûr, soient des espaces propices à l'innovation, à la créativité. Mhm. Ok, très bien. C'est excellent ce que vous venez de mentionner maintenant. Mais est-ce qu'il y a un suivi de votre part en tant que vous êtes les représentants de l'unité de l'innovation pédagogique ADIP? Est-ce que vous suivez, par exemple, ce corps professoral après cela pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, par exemple, à leur enseignement, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a un Oui, suivi de votre oui, part? un suivi sous forme c'est-à-dire les personnes qui assistent à nos ateliers, Mhm. ils sont des représentants de leur faculté. Mhm. Alors, on leur demande à l'issue de chaque atelier de répéter, Mhm. c'est-à-dire de partager le savoir qu'ils ont acquis, de répéter ce même atelier dans leur faculté. Comme ça, on élargit le nombre d'apprenants, Mhm. soi-disant entre guillemets, euh, qui, bien sûr, pour partager ce savoir et ces concepts clés. Parce que quand même, un atelier, c'est limité, c'est-à-dire, quel que soit le nombre, même si c'est une centaine de personnes, il y a des centaines et des centaines d'autres membres du corps professoral qui aimeraient, bien sûr, savoir et comprendre ces concepts, mais qui n'ont pas, par exemple, pu assister à ces ateliers. Donc, tous ces ateliers, on les répète, chaque membre du corps professoral qui a assisté à ces ateliers, il les répète Mhm. dans sa faculté. Comme ça, on a un grand nombre d'apprenants et le savoir est Vous suivez partagé. ça, Et on c'est-à-dire suit, bien sûr. vous On leur avez, demande des rapports, on fait des ah, réunions avec les coordinateurs et coordinatrices en ligne pour ah, savoir leurs problèmes. Parce qu'au début aussi, il y avait une certaine réticence de la part mhm. des professeurs. Oui, Le numérique et l'innovation et les plateformes et l'enseignement mhm. et l'approche par compétences et la classe inversée, tout ça, c'était Mhm.
pour certains apprenants, certains enseignants, comme les hiéroglyphes, c'est-à-dire. Donc, Bon, au fur et à mesure qu'on a avancé et qu'on a donné ces ateliers, bien sûr, il y a eu une sorte d'acceptation de la part des enseignants et ils sont venus vers nous pour aussi nous demander des besoins, c'est-à-dire ils voulaient des ateliers sur mesure qui ok. répondent à certains besoins chez eux. Ok, très bien. Et pour le public cible, est-ce que parmi le corps professoral, ce sont les jeunes qui sont, par exemple, Non, qui acceptent non, on a de tous les âges et de ok, toutes les tranches, c'est-à-dire toutes les catégories. On a des maîtres assistants, des assistants, des professeurs. ok. Les professeurs posent plus de questions, bien sûr, Ah, ok, très bien. parce qu'ils veulent savoir. Les jeunes, bien sûr, ils sont plus habitués à la technologie. Mhm. Mais quand même, avec le temps, avec les ateliers qui se sont répétés, Mhm. on a gagné un Mhm. grand nombre de Ok, très bien. Mais comme vous collègues. venez de mentionner, maintenant, il y a une certaine réticence ou bien résistance de la part de quelques professeurs concernant le numérique, parce que, en fait, il y avait, donc on parle du numérique depuis longtemps, on vient parler du numérique depuis longtemps, mais le problème, toujours, c'était comment peut-on appliquer cela. Mais quand il y avait, bien sûr, il y avait la pandémie de Covid-19, donc vraiment, nous étions tous obligés de changer de nos stratégies, ou bien de notre enseignement. Et donc, nous étions vraiment obligés de faire ce changement-là ou bien d'aller utiliser le distanciel, comme vous avez mentionné. Et alors, c'est-à-dire comment vous avez vu cette réticence? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vraiment c'était applicable ce que vous avez dit ou bien vous avez trouvé que vous donniez, par exemple, les ateliers, après cela, il y a toujours une certaine réticence de la part des professeurs qui ne veulent pas pratiquer tout ce que vous avez dit ou bien appliquer ce que vous avez dit? Bien, il y a eu toujours une réticence, bien sûr, de la part de certains professeurs, mais euh, la situation dans laquelle le monde entier se trouve, elle a obligé tout le monde à utiliser le numérique et à accepter, bien sûr, les plateformes d'enseignement à distance. Et moi, je confirme qu'on ne peut pas faire un retour en arrière, c'est-à-dire jamais on ne pourra revenir à l'enseignement en présentiel uniquement. Mhm, Jamais. Donc, peut-être il y aura un enseignement hybride, pas totalement à distance, puisque mhm, la vie, bien sûr, elle reprend. mhm, Et on essaye, bien sûr, de s'ouvrir, d'utiliser, de se trouver en présentiel. Mais moi, je dis que jamais on ne retournera à notre point zéro, le début, mhm, c'est-à-dire le début. Que l'enseignement à distance continuera, mais peut-être il sera épaulé par l'enseignement aussi mhm, en présentiel. Donc, c'est une formule hybride mhm. que j'encourage et que je vois qu'elle sera appliquée. Et qu'est-ce que comment voyez-vous les personnes ou bien les professeurs qui disent que pendant cette année-là où il y avait le distanciel, vraiment c'était pas une année réussie, il y avait beaucoup de problèmes, les étudiants n'ont rien appris. Même par exemple, ici nous allons parler aussi des élèves qui étaient à l'école, donc c'est mieux maintenant de faire le présentiel ou bien de retourner une autre fois au présentiel. Et maintenant, avec la vaccination qui est devenue obligatoire, parce que tout le monde doit être maintenant et, doit suivre les cours, bien sûr, en présentiel. Et maintenant, c'est fini pour tout ce qui est à distance. Comment vous voyez-vous ça? Euh, non, c'est difficile de... Non, je ne crois pas que les étudiants n'ont rien appris ou bien les élèves n'ont rien appris parce que, c'est-à-dire l'échec que certaines personnes, dont parlent certaines personnes, est dû à l'échec des profs à, euh, à comprendre cette structure d'enseignement à distance ou bien cette formule d'enseignement à distance. Mhm. Parce que dans l'enseignement à distance, il ne s'agit pas de euh, mettre sur la plateforme le contenu du cours qu'on enseignait en présentiel de la même façon. C'est tout un autre scénario. Oui. Il faut concevoir des activités d'apprentissage, des espaces d'échange, des évaluations continues. Mhm. Beaucoup d'enseignants, bien sûr, ils n'ont pas fait ça. Ils ont Mhm. pris le contenu du cours sous forme d'un PDF
bien d'une présentation, Selon ils les l'ont professeurs. déposé. Mm. Mais ce n'est pas ça l'enseignement à distance. C'est pour cela qu'ils ont affronté, bien sûr, beaucoup de problèmes et parfois leur expérience, bien sûr, c'était un échec complet. Alors pour moi, non, je crois que ce n'est pas un échec. Les étudiants ont certainement appris. Et il suffit que les étudiants, comme les apprenants, ont appris à manipuler et à utiliser cet outil informatique, cet outil, tous les outils numériques, à, à savoir des choses que, bien sûr, qui étaient inconnues pour eux. Oui, effectivement. Et je pense que le numérique, maintenant, ça va être l'avenir parce Oui, que, tout à fait, bien tout à sûr, fait, tout a tout été à fait. maintenant, commence à être numérisé. Il y a beaucoup de, en fait, de professions et de métiers qui vont voir le jour Tout à maintenant fait. avec le numérique. Donc, c'est bien vraiment de numériser l'enseignement et tout cela. Dr Rim, maintenant, quels sont les prochains ateliers que vous allez faire avec votre unité d'innovation pédagogique, étant donné que maintenant, nous allons commencer dans quelques jours notre nouvelle année universitaire. Donc, il y a toujours cette polémique entre le distanciel et le présentiel. Alors, comment vous voyez cette année-là et qu'est-ce que vous avez déjà préparé comme atelier pour cette année? Bien, on va continuer, bien sûr, tous les ateliers qui concernent l'innovation pédagogique, l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement, mais on a aussi un nouveau projet qui va voir le jour prochainement, celui du livre électronique. C'est-à-dire, on essaye de demander, bien sûr, à tous les enseignants de numériser leur contenu Mhm. pour qu'il soit bien sûr mis sur les plateformes, qu'il soit accessible à tout le monde. Mhm. C'est-à-dire l'idée de open source, open resources et euh, aussi l'idée du partage du savoir qui est très importante, cette idée, parce que maintenant le savoir n'est pas limité à un livre ou bien à un document. Le partage, le savoir est partout sur Internet et tout le monde peut avoir accès à ce savoir. Donc on essaye de vulgariser cette idée, de propager cette idée et d'habituer les gens à partager leur savoir, à partager leurs ressources, bien sûr, avec leur droit d'auteur, bien sûr. Mais on est sur cette voie, on essaye de demander à tous les professeurs de concevoir leurs livres électroniques pour qu'ils soient disponibles sur les plateformes d'enseignement et accessibles aux étudiants. Et bien sûr, ce livre-là doit avoir certains critères, Bien parce qu'il sûr, ne bien s'agit sûr. pas seulement de scanner, par Non, exemple, le non, tout à livre fait, non. papier et après cela le déposer sur la Non, plateforme. non. Il doit être un livre On a donné des électronique. formations, Oui, on a donné des formations aux enseignants, comment concevoir ce livre. comment ça doit être interactif, Tout à par fait, exemple, tout à tout fait. ça. La couverture, les liens, comment insérer des liens, comment insérer des photos, comment renvoyer les utilisateurs vers d'autres liens à partir de ce livre. Donc, c'est tout à fait différent, Donc, bien sûr. c'est avec des logiciels, Oui, c'est-à-dire de conception de livres en oui, tout à particulier. fait. Et chaque dimanche, pendant 1 heure, de 19 heures jusqu'à 20 heures, Mhm. on a une rencontre en ligne avec les coordinateurs et les coordinatrices de l'unité, des différentes unités pour Mhm. répondre à leurs questions, à leurs problèmes vis-à-vis de ce problème de livre électronique. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez maintenant, est-ce que, bien sûr, vous êtes maintenant, ce que je vois que vous êtes vraiment, avec votre équipe, que vous êtes très active maintenant à présenter des ateliers et à faire beaucoup de choses et concevoir beaucoup de ressources. Est-ce que vous avez des défis que vous affrontez, par exemple? Euh, oui, Oui, je ne sais pas, le défi, par exemple, sur le niveau financier, le défi sur le niveau, bien par sûr, exemple, de logistique. bien sûr. Hmm. On a des problèmes financiers parce que, bien sûr, on travaille, mais on n'a pas encore un code Mhm. propre à notre unité, code financier plutôt, bien des règles. Euh, donc, on essaye bien sûr de travailler sur cet aspect et aussi, bien sûr, l'infrastructure. Mhm. Elle doit bien sûr elle nécessite bien sûr un financement, un appui de la part des parties prenantes ou bien des différentes structures ou bien institutions concernées pour qu'on puisse avancer.
parce que ça demande quand même beaucoup une infrastructure assez Surtout oui, tout ce qui concerne la connexion tout à Internet et tout fait, tout à cela, et les fait, tout à fait, laboratoires. bien Et sûr. bien sûr, les deux projets dont vient de parler Dr. Red, je pense que ça exige vraiment une structure de Oui, très bonne oui, qualité. oui, tout à fait. Donc, ça demande vraiment quelques aides de la part, par exemple, de l'université ou Oui, bien de la part des décideurs, du oui, pays, oui, des quand même, décideurs, oui, qui bien peuvent sûr. faire tout cela. Des instances, bien sûr, parce qu'on a besoin d'aide financière pour financer tout ça. Oui, c'est-à-dire d'où vous avez des aides financières, c'est toujours l'université qui vous aide, et bien il y a Jusqu'à des ordres présent, à faire pour non, que non, jusqu'à présent, c'est purement gratuit. c'est Et purement on offre bien sûr tous nos services gratuitement. gratuitement, Ok, oui, très en temps bien. professoral. Mais dans chaque université ou dans chaque faculté, c'est à eux de gérer bien sûr la question financière concernant bien sûr l'aménagement des laboratoires, tout ça. Mais Ah, nous, lorsqu'on donne nos ateliers et lorsqu'on donne nos tout ça se fait formations, oui, bien gratuitement. sûr. Ah oui, c'est un travail colossal, ce que vous venez de mentionner maintenant. Vraiment, c'est génial ce que vous faites comme travail concernant l'innovation pédagogique. Et vraiment, je vous félicite, Dr. Rim, et aussi je félicite l'équipe avec laquelle vous travaillez. Et, euh, et, comment vous voyez l'avenir maintenant, dans quelques années, avec la résistance de quelques professeurs ou bien avec la réticence de quelques professeurs qui disent, étant donné que nous ne sommes pas payés pour faire, par exemple, un tel travail supplémentaire je ne sais pas, d'enregistrer ou bien de concevoir des capsules vidéo, des quiz supplémentaires et tout cela, nous ne sommes pas payés pour ça. Parce que moi, je l'ai entendu vraiment de plusieurs professeurs, étant donné que nous ne sommes pas payés pour ça, alors c'est pourquoi oui, c'est pourquoi vraiment je vais perdre mon temps à euh, concevoir des ressources qui sont supplémentaires. Et c'est une perte de temps, par exemple, pour moi, si jamais j'ai des exigences personnelles ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas une perte de temps, au contraire, et puisqu'on partage notre savoir avec des collègues, on sent l'utilité de ce qu'on fait. Mhm. Mais bien sûr, tout travail demande bien sûr une certaine reconnaissance de la part des responsables. Donc, bien sûr, pour toutes les heures passées dans cette préparation des cours, dans l'enregistrement des vidéos, tout ça, ça prend beaucoup de temps et beaucoup de préparation. Oui. Comme je vous ai dit, le scénario est tout à fait différent lorsqu'on conçoit un cours en ligne que lorsqu'on conçoit un cours en présentiel. Donc, j'espère bien sûr que les responsables prêteront une aide, même aide bien sûr à nos enseignants pour qu'ils les encouragent à continuer sur la même voie, parce que pour moi, cette voie, on va continuer certainement sur cette voie. On ne va pas revenir en arrière. Ok, oui. Et la chose, aussi, c'est une bonne nouvelle, on a aussi à annoncer qu'on a un siège qui sera bientôt aménagé. On va l'aménager de façon très accueillante, avec des couleurs, avec des chaises, des tables. Donc, ça sera un espace de travail accueillant. Et à côté de cet espace, il y aura aussi un café aussi pour accueillir les étudiants, les étudiants entrepreneurs, les apprenants, pour qu'ils puissent travailler. Et s'ils ont un projet, on va les incuber, on va les accompagner de façon aussi à les encourager, bien sûr, à créer, à avoir une certaine créativité, à réfléchir à d'autres projets. Ok, ça c'est très bien ça. Donc vous encouragez vraiment les étudiants qui ont de très bonnes idées ou bien qui sont des entrepreneurs Oui, tout à vraiment fait. à participer, bien sûr, avec vous dans ces projets-là. Donc très bien. Alors nous pouvons voir maintenant s'il y a des questions. Maintenant, sur le Facebook, il y a une question de la part de Madame Dalia Yossri qui vous dit comment est-ce que vous enseignez les professeurs, comment est-ce que vous enseignez les professeurs d'utiliser des techniques intéressantes en ligne pour attirer l'attention et encourager la participation des étudiants ou bien du public.
Bien sûr, il y a beaucoup d'outils euh, appartenant au Web 2.0, bien sûr, qui sont des outils gratuits, disponibles en ligne, interactifs, qu'on utilise pour, bien sûr, concevoir des vidéos, pour concevoir des évaluations, pour concevoir des présentations. Donc, ces outils encouragent les apprenants et également, il y a des jeux, c'est-à-dire on peut évaluer les étudiants ou bien leur présenter le contenu sous forme de jeux, questions-réponses, auxquels ils peuvent participer en utilisant simplement leur téléphone portable. Donc, puisqu'ils sont tout le temps accros à leur téléphone. Donc, nous aussi, on peut bien sûr nous rapprocher un peu de ces étudiants et les autoriser, c'est-à-dire à utiliser leur téléphone pour apprendre aussi dans l'apprentissage. Donc, on utilise des outils, on fait des ateliers pour expliquer ou bien sûr montrer une sorte de tutoriel comment utiliser ces outils pour faire un cours intéressant, bien sûr, en ligne. Ok, très bien. Euh, donc voilà, Madame Dalia, c'est la réponse à votre question. Concernant le WebEx, jusqu'à maintenant, je ne vois pas encore de questions sur le chat. Alors, voilà. Donc voilà, ça c'est la seule question que nous avons eue jusqu'à maintenant pour Dr Rim. Euh, Attendez que je vérifie aussi. Alors, donc nous sommes maintenant à la fin de notre webinaire. Ce webinaire-là qui était dans le cadre du programme Innover aujourd'hui, Vivre demain, qui est lancé par l'unité du réseau francophone et l'unité du service d'information de la Bibliothèque Alexandrina pour l'Afrique, BAIFA. Alors, nous tenons à la fin de notre webinaire remercier vivement Dr Rim Hafez. Elle est maître de conférence à la filière des langues appliquées, faculté des lettres, Université d'Alexandrie, et elle est quand même vice-directrice du Centre Innovation Pédagogique et Apprentissage à Distance, ADIP, auprès de l'Université d'Alexandrie, qui était avec nous pour, disons, 45 minutes et qui a pu répondre à toutes les questions qui ont été posées, soit de notre part, soit de la part du public sur Webex ou bien sur Facebook, à la place de Dr. Red Al-Khayat, qui malheureusement n'était pas avec nous vu quelques conditions professionnelles. Et enfin, donc nous vous remercions infiniment, Madame Rim. Vous étiez toujours la bienvenue et nous souhaitons vous accueillir prochainement dans d'autres webinaires. Merci infiniment pour votre temps et pour votre gentillesse. Enfin, chers mesdames et messieurs, nous tenons à souligner que le programme Innover maintenant, Vivre demain est mené à travers, bien sûr, les pages Facebook, comme vous l'avez vu. Il y a bien sûr un certain nombre d'activités, d'événements virtuels ont été organisés, notamment le partage d'un large éventail de ressources électroniques, des vidéos, des bases de données. Un certain nombre de webinaires aussi ont été donnés par des experts et qui seront donnés prochainement aussi par d'autres experts. Le sous-thème actuel que nous abordons, c'est l'éducation en temps de crise Covid, comme nous l'avons vu maintenant, par exemple dans notre webinaire qui était basé sur les innovations pédagogiques de l'unité ADIP auprès de l'Université d'Alexandrie. Alors, suivez-nous, restez toujours à notre écoute. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à notre page sur Facebook. Je tiens à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui pendant ce webinaire-là. Donc, je vous remercie infiniment et mes sincères salutations. Moi, Dina Alcordi, maître et assistante au département de langue et de littérature française à la Faculté des lettres, Université d'Alexandrie. Merci infiniment et à la prochaine.